Salut lesbiennes et alliés, bienvenue dans le 8e épisode de la saison 1 de The Road. Alors cet épisode il est un peu particulier puisque j'ai interviewé en fait une amie à moi de très longue date. Je pense que c'est plus sympa de vous laisser découvrir nos liens par l'intermédiaire de Lise et de son témoignage, donc je ne vais pas forcément exposer ma version. En revanche, c'est la moindre des choses pour moi, je trouve, de vous donner en fait cette information, comme quand on a un lien amical toutes les deux dans la mesure où le résultat est rendu public. Déjà par respect pour toi, l'auditorice, et aussi parce que je pense que par moment, j'aimerais vous inviter en tout cas à prendre un tout petit peu de recul, ou en tout cas de garder en tête le fait qu'on se connaît depuis très très longtemps et qu'on a des liens assez singuliers toutes les deux. En fait, si vous voulez, tous les sujets qu'on a abordés dans le cadre de cette interview, c'est des sujets qu'on a abordés mais alors un paquet de fois et quasi systématiquement à chaque fois qu'on se voit avec Lise, et ça fait 20 ans qu'on se connaît. Là, on se retrouve dans des conditions de tournage qui pourraient être les conditions dans lesquelles on se retrouve habituellement et on aborde des sujets donc qu'on a l'habitude d'aborder ensemble. Du coup, c'est un peu difficile en fait de s'extraire de ça et de se conditionner en mode je tchatche pour un auditoire qui ne me connaît pas. Du coup, d'après moi et de la façon dont je connais Lise, en tout cas, il me semble que par moment, si le contexte avait été différent, elle aurait un peu plus nuancé certains propos ou elle aurait tout simplement enrichi certains propos. Mais je vais aussi vous raconter tout le reste du contexte qui va vous faire comprendre que c'était pas si easy que ça, quoi. Il s'avère qu'au niveau du timing, on était vraiment tenus par... En fait, si vous voulez, on avait à la fois une durée indéterminée de tournage et à la fois, on savait que cette durée dépendait de la durée de sieste de son fils, c'est-à-dire qu'à partir du moment où lui se réveillait, on devait mettre un terme définitif du coup au tournage de l'épisode. Du coup, on a eu un truc un peu de vouloir cadencer, d'aborder le plus de sujets possible, tout en essayant d'approfondir certains angles. Je précise ça, mais ceci dit, son témoignage, je trouve qu'il tient quand même sacrément bien la route. Et une autre chose, en tout cas pour moi, qui a été un peu compliquée, je pense que pour Lise aussi, c'est le fait qu'on devait être sérieuse pendant le tournage. Et c'est pas forcément une attitude qu'on a en commun quand on est ensemble, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup se chambrer, s'envoyer des vannes toutes les 2 secondes, à boiter l'autre en permanence. Et du coup là, c'était un peu spécial en fait de se tenir à carreau et d'être hyper sérieuse. But I think we did it well, yo. Maintenant, je vais contextualiser un petit peu ce qui concerne le road trip et le tournage au moment où ils ont eu lieu. Et je vais le faire à partir des derniers éléments que j'ai évoqués dans l'épisode 7. J'ai débarqué chez Lise le 29 juillet et ça s'est improvisé 3 heures avant mon arrivée. Pour rappel, le 29 juillet, j'ai commencé le road trip depuis le 7 juin, j'ai traversé 7 départements, j'ai roulé environ 800 km, j'ai passé 16 nuits dans des maisons et 37 dans le van. Et surtout, j'ai réalisé 7 épisodes avec Camille, Kim, Clara Camille, Charlotte, Astrid, Mélisande et Cécile, qui sont devenus les épisodes que vous pouvez trouver en ligne donc sur cette chaîne YouTube. Reprenons où j'en étais restée dans l'intro de l'épisode 7. Pendant les 3 jours que j'ai passé du côté de Die, donc j'ai réalisé l'épisode 7 avec Cécile, j'ai travaillé des contenus, j'en ai diffusé, j'ai rédigé des notes et surtout j'ai essayé de développer du réseau pour les jours à venir. Par l'intermédiaire de Mélisande, je pouvais éventuellement rentrer en contact avec 2 personnes dans le même secteur. C'était motivant parce que la dynamique locale commençait vraiment à bien prendre, l'environnement me plaisait, des mises en relation étaient possibles, voire en cours. Et les 2 derniers épisodes en plus étaient hyper bien passés et mine de rien m'avaient beaucoup appris sur mon propre vécu lesbien. Cependant, pendant ce voyage, je m'étais quand même donné une sorte de cahier des charges, si vous voulez, un peu high level. Mais alors tellement high. Genre vraiment high. Et je m'employais à le tenir, mine de rien, malgré les difficultés et le fait que c'était un peu ambitieux pour une personne seule. Ce que je voyais, c'est que les jours passaient, j'étais toujours dans le sud, j'avais réalisé déjà 2 ou 3 épisodes dans le secteur. Du coup, je me suis dit qu'il valait mieux faire des kilomètres, quitte à ne pas rencontrer Amé et Emma, si je me souviens bien, les potes de Mélisande. L'autre raison pour laquelle j'ai décidé de quitter Die et la Drôme, c'est que je voulais aller en Ardèche et poursuivre éventuellement du côté de la Lozère, de l'Aveyron, en tout cas dans ces coins-là. Alors j'en ai jamais vraiment parlé, mais en fait il faut savoir qu'au début de l'aventure The Road, genre le jour J du départ, après 5 mois à plancher sur le projet, sur mon van, sur l'organisation et tout ce qui s'ensuit, la personne qui s'était engagée à m'accueillir dans les Cévennes et à être interviewée et à me mettre en relation avec d'autres personnes lesbiennes, qui éventuellement auraient pu témoigner, m'a planté genre 4 heures avant que je prenne la route le jour du départ. Voilà, j'étais en train de finir de mettre mes affaires et j'ai reçu un message comme quoi non. J'ai pris une claque à ce moment-là, quoi. Après 5 mois de taf en solo, le jour où je devais prendre la route, franchement, ça m'a mis cher. On va pas se mentir, prendre une torgnole de quelqu'un de sa communauté, c'est pas le truc le plus agréable, c'est vraiment globalement je trouve indigeste et douloureux, surtout quand tu démènes comme je me démène et peu importe les raisons en fait qui l'ont poussé à faire ça et que je comprends en partie. Dans ma réalité, c'était quand même hyper trash de recevoir ça, quoi.
Donc suite à ce plan de début juin, j'ai dû tout revoir en urgence et improviser. Le projet était chaud, le van était pris, j'avais envie de commencer l'aventure. J'avais déjà pris du retard à cause des magasins fermés, des pénuries, des interdictions kilométriques et ainsi de suite. Et je ne pouvais pas me permettre de décaler davantage le départ dans la mesure où mon van est aménagé et utilisable principalement pour des conditions de type printemps-été en France en tout cas. Et que j'avais consommé le mois de mai pour finir les derniers préparatifs. Et puis bon, après un an de dèche sociale, j'avais un peu envie de retrouver des gouines de la vie, quoi. Bref, toujours est-il qu'à l'époque, donc j'ai improvisé grâce à du réseau lesbien, j'en ai déjà parlé par ailleurs, donc je reviens pas là-dessus. Une autre raison en fait qui me motivait pour faire la route vers l'Ardèche, c'est que la pote d'une pote m'avait dit qu'elle m'aiderait localement pour faire du réseau, éventuellement pour m'héberger s'il y avait besoin. Du coup, c'est vrai que je comptais un peu là-dessus. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai pris la route depuis Die en direction de Cré et arrivé à Cré, j'ai reçu un message en mode en gros, ne compte pas sur moi quoi. Et bim, encore une calbotte, cadeau de la maison. J'étais hyper déçue en fait pour le projet déjà et puis aussi à titre perso, c'est un territoire où j'envisage de vivre depuis longtemps et en fait je parviens pas à trouver du réseau local et je pensais que cette aventure en fait m'y aiderait, visiblement pas. C'était un constat un peu amer pour moi, voilà, sur la route ça m'a mis un petit coup quoi. Pour le reste, niveau organisation et pratique, à force de petits voyages en solitaire ou à deux les années précédentes, j'ai appris une base fondamentale dans les conditions en tout cas minimalistes de voyage qui sont les miennes, c'est d'éviter autant que possible de prendre la route tard si j'ai pas en fait une destination avérée et fiable à la clé. Dans mon cas, c'est d'autant plus vrai que quand j'ai une grosse activité la journée, la tête pleine, que je roule pas mal de kilomètres, ma concentration commence à décliner à partir du milieu plus, on va dire, d'après-midi. Je n'ai plus assez d'énergie pour être en mesure d'improviser calmement et trouver un spot où je me sente plutôt bien et en sécurité, sachant qu'après, il faut cuisiner, laver, ranger, aménager le véhicule pour dormir, etc. Bref. Par ailleurs, en tant que meuf qui voyage seule en minivan, j'ai pas les mêmes options ou facilités qu'un homme qui voyage seul ou des gens qui voyageraient à plusieurs, notamment en termes de sécurité dans l'espace public. J'ai beau être blanche avec des papiers français et être en France, ça m'offre pas mal de privilèges et d'avantages, mais il y a aussi d'autres inconvénients du simple fait que je sois une meuf dans l'espace public. Donc là, quand je me suis retrouvée au bord de la route à 16h avec ma fatigue sous le bras, mon gros seum d'avoir eu ce pauvre texto là qui me disait que, en gros, démerde-toi quoi, et aucune perspective d'interview à moins de 150 km dans les environs, j'avoue que j'ai un peu le moral qui a pris un shoot. Et bim, encore une claque. Cadeau. J'avais beau savoir que la période était compliquée pour tout le monde, que je m'y prenais à l'arrache, parfois du jour au lendemain, et que du coup forcément les gens ils sont pas dispo comme ça. Que cet été-là, tout le monde en plus avait envie de privilégier son confort personnel et c'est genre on ne peut plus compréhensible compte tenu de la période qu'on vivait déjà à ce moment-là. Mais bon voilà, moi j'en avais gros sur la patate en fait de me démener à ce point pour essayer de combler un manque dans notre histoire lesbienne et médiatique en France et de réaliser tout simplement que le réseau se faisait pas suffisamment pour avancer comme je l'espérais. Ah là là. Tu le sens le passage entre fiction et réalité, entre utopie et real life. Ouch. À ce moment-là, pendant le moment, en fait, il y a eu un moment de flottement où pendant 1 ou 2 heures, j'ai pas vraiment su quoi faire et j'ai eu un peu le contre-coup, genre voilà. Et en fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait quelques vidéos face cam dont j'ai publié certains extraits sur Insta en story. Et là, je vais vous en glisser quelques-unes pour que vous captiez un peu l'ambiance et le seum du moment. Un des trucs qui me chafouine là, dans le cadre du projet, c'est de pas réussir à sensibiliser ou à toucher des végés, en fait. Enfin, pas des végétariennes, hein, ni des véganes, mais des vieilles gouines. Parce que moi, vos témoignages, ils me manquent à titre personnel, en fait. Voilà. Je sais pas ce qu'elles racontent vos vies, je sais pas comment vous avez vécu votre vie lesbienne en ruralité, je sais pas, voilà. Je me dis c'est dommage, en fait. Parce qu'un jour, vous allez collapse, les meufs. Et les meufs et les autres, quoi. Bref, les lesbiennes. Et qu'on ne saura pas, et que vous n'aurez pas laissé votre petite trace dans l'histoire lesbienne, et je trouve ça bien dommage. Ça manque. Et voilà, moi vous me manquez, j'ai hâte de vous rencontrer et j'ai hâte que parmi vous il y en ait qui se lâchent. Et je vous garantis qu'on va passer un bon moment en interview quoi. Franchement, il y a des gouines de partout et que j'arrive pas à rentrer en contact avec et que c'est hyper délicat. Des fois on me dit ah mais tel commerce et tout, elle est lesbienne et tout. Et à chaque fois je demande mais genre est-ce que tu sais qu'elle est lesbienne parce qu'elle vit sa vie de lesbienne en mode c'est ok ? Ou est-ce que c'est des on-dit ? Et souvent c'est des on-dit, donc du coup je vais pas aller me pointer chez les gens en mode on dit que tu es une grosse gouine. Ça peut être aussi hyper violent parce que des fois les personnes elles sont persuadées que genre elles sont là incognito, alors que tout le village, toute la ville le sait, mais voilà, elles ont l'impression d'être dans leur bulle et c'est important de le respecter.
Donc là, j'avoue, j'ai un peu le seum. Et en fait, je pense que ce qui me fait tourner seum, c'est... Alors, il y a plusieurs trucs. C'est que déjà, toute la partie Drôme, Ardèche et compagnie, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à y rentrer, quoi. J'ai pas de lien direct. Et alors que je sais, franchement, je vais parler cru, mais c'est pété de Gwyn, c'est pété de lieux alternatifs. Il y a plein de trucs de mouvances féministes, il y a plein de... J'en sais rien, moi. Il y a plein de lieux... Sauf que ces lieux-là, déjà, pour les trouver, en fait, c'est le bouche à oreille. Et moi, le bouche à oreille, pour l'instant, moi, je bouche, mais oreille pas et rebouche pas. Donc, ouais, j'ai le seum, là. Je vais pas être hyper drôle, mais... Ou peut-être que si. Le fait qu'on soit en été, qu'il y ait beaucoup d'assauts fermés, de lieux fermés, en plus, avec leurs fucking nouvelles rules, il y a plein de bars, de machins qui ferment. À partir de là, a priori, plus je vais quitter le sud, en fait, sud au sens large, moins j'ai de contact, donc plus ça va être galère. Et ben là, en fait, en gros, je compte sur vous à fond pour parler du projet, pour en parler à vos potes, parce que là, s'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est l'été en plus, quoi. Les assos, elles ferment, j'en sais rien, moi, le temps que les bars lesbiennes, ça n'existe plus. Il se sent mon seum, non? En vrai, ça va, j'ai toujours la chepée et tout. Tant qu'il y a des bonbons et de l'eau dans ma voiture, je suis bien, mais... Oh, tu as compris, Ellie? Et ce passage, en tout cas, me donne envie de discuter à nouveau d'un sujet. Alors, vous le savez peut-être, parce que j'en ai déjà parlé par ailleurs, ou peut-être que vous l'avez capté, tout simplement. Mais je suis ce qu'on appelle hypersensible ou phylocognitive, et j'ai un câblage en fait du cerveau qui est neuroatypique tout simplement, et que les normopensants appellent haut potentiel ou précoce, ou tout un tas d'autres mots qui de toute manière ne plaisent pas aux personnes concernées et qui en plus irritent les personnes non concernées qui nous collent ces étiquettes. I'm a zebra. Bref, peu importe. Toujours est-il que l'ensemble des aventures The Railroad est imprégné par cette réalité, voire rythmé par cette réalité, et que tout au long de ces 3 mois et demi de voyage, mes émotions ont été vraiment décuplées. Sachant que d'une manière générale, quand tout va bien et que ma vie elle est smoothie, mes émotions sont déjà décuplées par rapport à la norme, et que là, je gère un projet en totale autonomie, des violences gouvernementales en période de pandémie mondiale, et un retour à la vie sociale. Fin juillet, j'étais déjà un peu limite en termes de ce que je pouvais encaisser d'un point de vue émotionnel, je pense. Que ce soit dans le cadre du travail, les relations humaines, la gestion du projet, du road trip, les flops, les ups et tout ce qui rentrait dans le cadre de ce voyage. Donc encore une fois, à ce moment-là, j'ai pris sur moi de me délester de ma peine, de ma colère, en essayant de relativiser comme je pouvais sur mon pauvre banc avec mes pauvres bonbons là, au bord de la route. Essayer et surtout de trouver quoi faire. Pendant ce voyage, j'avais aussi une cybercarte en fait, que je pouvais consulter. C'est quelque chose que j'avais préparé bien avant, que j'avais mis, si vous voulez, sur une carte de France. J'avais mis plein de petits points avec des adresses de gens qui m'avaient proposé d'être une escale si jamais j'avais besoin ou envie donc, pendant ce voyage-là. Et donc du coup, j'ai pris cette carte-là et j'ai vu que j'étais peut-être à 1 heure ou 2 heures de route de chez Lise et Chat. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Lise. Elle n'a pas répondu parce qu'elle répond jamais, évidemment. Du coup, j'ai envoyé un message, j'ai essayé de la rappeler. Et bon, bref, au bout d'un moment, j'ai vu que j'avais vraiment pas de réponse. Donc, j'ai repris mon téléphone, j'ai appelé sa femme, qui a évidemment décroché tout de suite. Et du coup, en fait, toutes les deux, instantanément, m'ont dit « Mais vas-y, viens, il n'y a pas de souci. Réunis la force qui te reste, fais la route et viens chez nous. » Donc j'ai rassemblé mes dernières énergies, j'ai pris la route en direction de l'Isère. Je me suis arrêtée faire 3 courses et je me suis mis franchement en mode automation jusqu'à chez elle. Mon programme là-bas, bosser tous les matins sur le réseautage et sur des contenus que je devais diffuser. Et l'après-midi, ou en tout cas à partir du milieu d'après-midi jusqu'au soir, j'essaie de décompresser, de passer du bon temps avec mes potes. En plus, je les avais pas vus depuis 7 mois parce que jusqu'en décembre 2020, on habitait toutes les 3 à Carpentras et que elles ont quitté le territoire à ce moment-là. Moi, j'ai quitté le territoire un mois après et depuis, on s'était pas vus. Je crois que vous savez tout, en tout cas pour les axes les plus influents de ce tournage. Donc voilà, c'est un interview qui a eu lieu dans des conditions peu optimales, en termes d'organisation et de contexte en tout cas. Lise et sa compagne avaient un quotidien vraiment rude, en termes de cadence de travail, de gestion familiale depuis des mois et indépendamment de mon séjour. Elles se reposent peu, elles gèrent leur enfant, un commerce totalement nouveau pour elles et en totale autonomie dans un territoire qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles découvrent. Elles ont tout quitté, leur famille, leurs potes, leur région natale pour se lancer dans cette nouvelle aventure qui franchement force mon admiration. Dans leur contexte qui laisse peu de place à l'improvisation ou au bouleversement des habitudes, en tout cas je suis vraiment hyper reconnaissante qu'elle m'ait fait une place, qu'elle se soit dégagée du temps pour qu'on le passe ensemble et aussi de m'avoir encouragée à un moment où mine de rien je me suis dit que peut-être j'allais lâcher l'affaire et arrêter ce projet parce que je galérais trop. Et pour finir, mention spéciale à Lise, qui n'a genre absolument pas pour habitude de parler d'elle. Mais alors tellement pas. Mais vraiment pas du tout quoi. Mais genre absolument pas quoi.
genre vraiment pas du tout quoi. Et encore moins face à une caméra pour un contenu qui serait rendu public. Il est temps de vous laisser découvrir cet épisode avec une Lise qui était fatiguée, qui avait peu dormi, beaucoup trop travaillé les jours précédents, tout comme moi, et avec qui, accompagnée de sa femme, on avait passé la soirée de la veille comme 3 ados qui se retrouvent et qui ont envie de lâcher prise. Je vous laisse imaginer le délire, mais à mon avis vous êtes loin du compte. J'espère que vous prenez soin de ce témoignage, que vous aurez plaisir à découvrir le parcours de Lise et qu'il trouvera un écho intime chez vous. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, je vous envoie force et amour pour continuer de tenir bon moralement dans les moments que nous traversons et ciao. Salut, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Lise, j'ai 35 ans, je suis mariée à Charlotte. Nous avons ensemble un petit garçon, Louis, de 3 ans. Et je suis nouvellement commerçante, j'ai complètement changé de vie. On s'est installé en tant que buraliste en Isère. Et c'est tout nouveau pour nous. Voilà. Est-ce que tu peux dresser un petit contexte social dans lequel tu as grandi et évolué jusqu'à aujourd'hui ? Je dirais que j'ai grandi dans un milieu plutôt protégé. Je viens d'une classe sociale plutôt aisée puisque mon père est médecin. Et du coup, voilà, j'ai 2 grands frères. Donc moi, je suis la petite dernière. Et de manière générale, c'est vrai que j'ai grandi plutôt dans un cadre un peu protégé avec que des gens qui ont fait plutôt des hautes études. Voilà, en clair. Ta mère aussi travaillait, non ? Alors ma mère était au foyer pendant la quasi-totalité de ma jeunesse. Et sur le tard, elle s'est installée en tant que sophrologue. Donc les dernières années, elle était sophrologue, je crois qu'elle a fait ça une dizaine d'années. Voilà. Mais sinon, moi, je l'ai toujours connue à la maison. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire si tu as fait ta scolarité dans des écoles privées ou publiques et raconter un petit peu ton parcours à l'école ? J'ai toujours été dans le public, jamais été dans le privé, connais pas. De manière générale, ça m'a jamais trop intéressée. Je me suis toujours sentie... Enfin, j'ai toujours fait le minimum, on va dire. Le minimum syndical pour franchir les étapes. Parce que aussi, je viens d'une famille où t'es obligé d'avoir le bac. C'est quand même le minimum. Et ensuite, j'ai fait des études supérieures. Mais alors, comme à chaque fois, je faisais un truc finalement qui me déplaisait. Donc à chaque fois, j'arrêtais, j'ai refait autre chose, etc. Jusqu'à ce que je tombe sur des études qui me plaisent un peu plus. Une licence, notamment avec des thèmes qui m'intéressaient. Là, c'est vrai que j'étais plus dedans. Mais de manière générale, j'ai toujours été un peu détachée, on va dire. Est-ce que tu peux préciser, juste quand tu dis que tu as fait une licence ou d'autres études, est-ce que tu veux préciser lesquelles ? La licence qui m'a intéressée, c'était sur, comment dirais-je, le développement rural. Grosso modo. Super la mouche. Il manquait plus que ça. Au niveau de ton vécu en termes d'enfant en fait, à l'école, visiblement t'aimais pas trop l'école, mais est-ce que niveau relations sociales, etc., est-ce que tout ça c'était ok ? Ouais, tout ça, ça a toujours été ok. J'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais été moquée ou la risée de quelqu'un. Tout ce truc-là, je l'ai pas vécu. C'est pour ça que je dis que j'ai grandi quand même dans un cadre relativement protégé. Donc tout ce truc-là, j'ai pas vécu. Donc rien de négatif d'un point de vue social. J'ai toujours eu des copains, des copines avec qui je m'entendais bien. Voilà. Vraiment cool. De ce côté-là. C'était plus la partie études qui m'intéressait pas. C'est tout. Est-ce que tu pratiquais des activités sportives ou culturelles en dehors de ta scolarité ? Alors, je ne suis pas une grande sportive, donc clairement non. Même si j'ai fait un peu de badminton quand j'étais très jeune. J'ai fait du piano quand j'étais très jeune aussi, mais ça aussi, ça m'a vite saoulée. Non, rien de notable. J'aimais bien aller à des concerts, des trucs comme ça, mais après, j'ai jamais eu d'activité extrascolaire extravagante. Voilà. Est-ce que tu as déjà entendu des propos homophobes ou lesbophobes, ou est-ce que tu as déjà entendu ne serait-ce que parler d'homosexualité autour de toi quand tu étais, on va dire, enfant ou ado ou jeune adulte ?
Jamais. Jamais rien de négatif. Ou en tout cas, j'en ai pas souvenir. En tout cas, pas dans la sphère familiale ni amicale. Jamais rien entendu de négatif. Non, rien de plus à dire, honnêtement. On n'en parlait pas ni en positif ni en négatif. Voilà. Est-ce que tu sais dire à quel moment tu as découvert, soit entendu pour la première fois le terme d'homosexuel ou lesbienne ou gay, ou à quel moment, à quel moment en fait tu as pu le verbaliser dans ta vie ou l'identifier? Pardon, je réfléchis s'il y avait des trucs avant. Non. Je pense que la première fois c'était au lycée, avec une personne. Où j'ai senti qu'il se passait un truc qui était différent d'avec les autres nanas. Et c'est le moment où j'ai un peu compris que... Mais c'est vrai qu'avant, j'en parlais pas spécifiquement, même s'il n'y avait pas de problème avec ça, mais voilà. Est-ce que tu saurais préciser du coup soit ce que tu as ressenti, soit... Et du coup, comment tu le vivais? Comment je le vivais? Alors, ce que je ressentais, c'était hyper diffus, en fait. C'était pas clair, en fait. Donc, du coup, quelque part, c'était clair parce que c'était pas clair. Après, comment je l'ai ressenti? Un peu comme quelque chose où je savais pas ce qu'il fallait que je fasse, quoi. J'étais un peu entre deux eaux et que du coup, en fait, je savais. En plus, moi, je suis quelqu'un d'hyper introverti, donc en fait, j'en ai parlé à personne. Ou en tout cas, dans mon souvenir, j'en ai parlé à personne. Du coup, c'est vrai que je savais pas trop bien comment réagir avec ça, quoi. J'étais un peu paumée, on peut le dire. Voilà. Est-ce que tu tiens pas à préciser du coup qui ça concernait ou... C'est une question ou... C'est le moment. Non mais là c'est une question que tu... En fait. Oui, je l'enregistre. Ah d'accord. Mais du coup en fait est-ce que tu tiens pas à préciser? Bah non mais c'est que... Non, alors si. Ou c'est toi? Non, je savais pas si toi tu vois. Pour moi c'est ok mais... C'était toi. Ok. Et je pense que du coup c'était réciproque le fait que c'était relativement nouveau et que du coup je pense qu'on était un peu comme deux caves en mode qu'est-ce qui se passe quoi. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là et je suppose que pour toi c'était un petit peu pareil mais c'était on était relativement jeunes et puis même dans mes sans parler d'homosexualité même c'était le début des relations amoureuse etc. Donc déjà j'étais paumée déjà de base parce que c'est l'adolescence etc. Mais en plus il y avait ce truc là qui faisait que c'était pas comme tous les autres et que du coup encore un petit peu plus paumée quoi. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant de préciser un peu le contexte de cette époque-là, c'est-à-dire où ça s'est passé, tu vois, grandeur de vie, enfin tu vois. C'était l'époque où on était au lycée. C'est quoi la time ago. Ouais, grave. La première, c'est ça? Attends, seconde, première. Dans une section qui pue, quoi. STT. En tout cas, qui nous convenait pas. Qui nous convenait pas et qui était un petit peu la poubelle, je dirais, par rapport aux autres sections générales. Donc avec des élèves qui chahutent beaucoup, on peut le dire. Et sinon, on était dans un lycée Carpentras, donc de taille, je dirais, moyenne. Et puis à une époque où ça se disait pas, quoi. Ça se disait pas du tout, parce que... Enfin, pas du tout. Peut-être dans certaines sphères, mais c'est vrai que là, on était dans un lycée, tout ce qui est plus banal, général. Enfin, il y avait... Enfin, c'était plutôt le genre de truc qui était un peu moqué qu'autre chose. Donc c'était pas forcément un truc que tu disais comme ça, spontanément, sans aucune gêne. Et en tout cas, moi, j'avais pas la maturité pour dire c'est comme ça et je m'en balais, quoi. Donc voilà. C'était compliqué parce que en fait, émotionnellement, j'arrivais pas à distinguer où était la frontière entre l'amour et l'amitié. Il y avait une sensation de doute permanent et à la fois d'envie et à la fois de non c'est pas bien et du coup voilà. Et puis quand on est ado on est à l'ouest déjà et ouais c'était je me souviens juste que c'était comment dirais-je, ça me travaillait quoi.
Beaucoup. Du coup, je savais plus trop où j'étais, quoi. Et puis c'était chiant parce qu'avec mon caractère à pas vouloir parler à personne, du coup, j'avais pas de ressources en plus pour que quelqu'un me dise oui c'est bien ou non c'est pas bien. Genre. Et les zombies la mouche, quoi, pardon. Et donc voilà. C'est à peu près tout. Ok. Est-ce que c'est une période, du coup, cette période-là où tu étais soit déjà sortie par exemple avec des garçons, avec des personnes avant, ou flirté, ou après? Putain, c'est vieux. Ouais, il me semble que j'avais déjà flirté quand même avec des garçons pour le coup. C'était pas allé bien loin, mais voilà, c'était déjà arrivé, les trucs, les amourettes d'ado, quoi, un peu niaise, quoi, mais pas beaucoup plus, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'était, je pense, dans ces eaux-là qu'après, du coup, j'ai été avec une autre personne masculine. Voilà, pour le coup. Du coup, est-ce que tu as eu des relations hétéros par la suite? Quand est-ce que tu as relationné avec une femme? Alors par la suite, j'ai eu une très longue vie d'hétéro, puisque après, du coup, j'ai été avec un homme, et puis d'autres par la suite. Je dirais que pendant moult années, je suis restée avec des hommes dans des vies bien hétéro, bien confortables, sans trop me poser de questions. Je pense que clairement, c'est le fait de grandir, je reviens toujours là-dessus, mais sur ce milieu ultra protégé et en fait ultra hétéronormé en fait, fait que voilà, ne rencontrant pas d'autres Gwyn, très clairement, ce truc-là n'est pas revenu. Au fond de moi, je savais clairement que j'avais une ambivalence, ça c'est un truc que j'ai toujours su et j'étais ok avec ça, mais simplement l'occasion s'est pas présentée avant que je rencontre Charlotte, donc du coup j'avais 27 ans, c'était en 2013. Et là, ça m'a fait un truc de merde, quoi. Enfin, un truc de merde, non, un truc trop cool, mais en tout cas, voilà, un tsunami, quoi. Tu peux expliquer un petit peu plus cette ambivalence? Honnêtement, c'est compliqué à expliquer. Je dirais que en fait, juste je savais, ayant vécu ce truc-là avec toi à un moment, je savais que potentiellement c'était un truc qui était susceptible de se réveiller à un moment ou à un autre. Après, moi, dans ma vie d'hétéro, j'ai jamais ressenti un manque ou j'ai jamais été factice avec quelqu'un, pas du tout, quoi. C'était pas. Enfin, je vivais bien, quoi. Il y avait rien de particulier, quoi. C'est juste que je pense que j'avais pas rencontré d'autres personnes qui étaient différentes et c'est tout, quoi. Rien de plus. Tu dis qu'en 2013, tu as rencontré Charlotte. Est-ce que tu veux nous parler du coup du contexte, de comment ça s'est passé et de ce que tu as ressenti? Le contexte, c'était chez des amis communs. Et en fait, un soir, je suis arrivée chez ma pote. Et en fait, elle était là, avec une bonne tête de Gwyn comme on les aime. Et en fait, tout de suite, je l'ai vue et j'ai dit « Il n'y a pas bon pour toi, ma vieille ». Et à cette époque-là, j'étais en couple depuis un bon petit moment. Je crois que ça faisait 4 ans que j'étais avec du coup mon ex maintenant. Et en plus, ça s'est passé, j'ai rencontré Charlotte dans le sud et moi à cette époque-là je vivais sur Lyon, donc j'étais complètement sortie de mon contexte quotidien, je dirais. Et là d'un coup cette nana qui elle aussi était en couple mais qui elle pour le coup était dans une vie lesbienne depuis très longtemps. Et en tout cas, voilà, ça m'a mis une claque. Tout de suite, j'ai ressenti de l'attirance et tout de suite, je me suis dit, voilà, c'est là, c'est maintenant que ça revient. Et voilà, je l'ai senti de suite. Voilà. Bon, c'est vrai que dans ma vie de couple, il y avait aussi des petits soucis, donc c'était pas. Mais bon, c'est clair que voilà, sa rencontre a fait que voilà, ça m'a mis une gifle, quoi. Du coup, est-ce que tu as envie de partager du coup, comment ça a été possible? Est-ce que vous êtes revus par la suite?
Alors du coup, ouais, si, on s'est revus à plein de reprises, puisque à cette époque-là, en fait, je vivais dans le sud de manière temporaire pour le travail. Et on s'est revus, et donc très rapidement, il s'est instauré un jeu de séduction qui était un peu implicite au début, et puis de plus en plus explicite. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu tellement évident que il a quand même fallu se dire qu'il fallait faire quelque chose, il fallait acter quelque chose. Et si mes souvenirs sont bons, c'est elle d'abord, elle a quitté sa nana de l'époque, mais parce que déjà ça allait très mal dans son couple, donc de toute façon c'était un peu voué à l'échec son histoire. Donc elle s'est séparée rapidement, aussi elle parce qu'elle a compris qu'il y avait une attirance, donc déjà ça sentait pas bon pour elle non plus. Et puis moi, du coup, un peu branle-bas de combat quand même, parce que du coup, faire une sorte de coming out à 30 et quelques balais, c'est spécial quand même. Tout mon environnement familial, amical, me connaissait en tant qu'hétérosexuel. Et là, d'un coup, il y avait tout qui changeait. Et en même temps, pour moi, il n'y avait rien qui changeait. Mais pour eux, surtout, ça changeait. Pas tellement pour moi. Ce qui changeait pour moi, c'était le fait de devoir parler de moi. Et alors ça, c'est encore un truc... voilà. Mais en tout cas, bref, assez rapidement, je dirais, voilà, c'est devenu tellement prenant que voilà, il a fallu acter le truc. Et donc, voilà, je me suis séparée, j'ai pris la décision de me séparer de mon ex, du coup. Et puis, c'est parti, quoi. Voilà. T'as parlé de faire ton coming out. Est-ce que tu peux préciser avec qui tu l'as fait, comment ça s'est passé, comment ça a été perçu, notamment dans le cadre familial, genre tes parents, tes frères? C'est fou à quel point on peut effacer des trucs de notre mémoire, et moi j'ai une facilité énorme à faire ça. Globalement, je dirais que ça s'est bien passé. Parce que aussi dans mon contexte familial comme amical, la grande majorité des personnes n'avaient pas de problème avec l'homosexualité. Et voilà, j'ai jamais, comme je disais tout à l'heure, entendu de propos homophobes ou quoi que ce soit. Donc globalement, ça a été bien accepté. Après, ça a été difficile pour moi parce que c'est... Je sais pas si c'est un truc commun à tout le monde. En tout cas, moi, c'est, comme je disais, c'est une difficulté pour moi de parler de moi-même. Et du coup, c'était dévoiler quelque chose de très intime. Et ça m'a mise dans une position de faiblesse un peu. Et c'est vrai que c'est un exercice avec lequel je suis pas à l'aise du tout. Donc c'est surtout ça qui m'a un peu gênée. Après, voilà, mes parents ont grosso modo accepté le truc. Ma mère a tout de suite senti le truc très rapidement parce que c'est ma mère et qu'elle m'a faite. Donc forcément, elle a senti le truc arriver assez gros et assez vite. Et faut savoir que ma mère avait déjà capté ce truc-là à l'époque où il s'était passé sans se passer des trucs avec toi. Donc tout de suite, elle m'a dit, voilà, je sais plus comment elle m'a dit ça, mais en gros, qu'elle avait capté, quoi. Donc du coup, ça m'a aussi aidé à lâcher le truc, quoi. Avec mes frères, j'ai aucun souvenir, quasiment aucun. Pourtant, c'est relativement récent, mais en fait, je pense que ça s'est tellement pas mal passé que du coup, ça m'a pas marqué outre mesure. Ce qui m'a marqué en revanche, c'est le fait qu'on dit c'est un coming out, mais en fait c'est plein de coming out. Et que en fait, au fur et à mesure, on rencontre des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et qu'est-ce que tu deviens et machin. Et là, allez, rebelote, il faut expliquer. Machin, non, je suis plus avec des hommes, je suis avec une femme. Et comme si ça changeait quelque chose. Et en fait, c'est fatigant. J'ai trouvé ça ultra fatigant. Et chiant, en fait, quoi. Voilà. À l'heure actuelle, tu es toujours avec Charlotte. Et du coup, est-ce que tu veux raconter comment ça s'est passé au départ, tu vois, et jusqu'à aujourd'hui C'est quoi votre histoire ?
Au début, un peu tout feu, tout flamme, comme au début de toute rencontre, je pense. Et puis, ouais, un petit peu de nouveauté. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé quand même. C'est vrai que sur le plan purement sexuel, c'est clair que quand on passe d'une vie d'hétéro, ça c'est autre chose. En fait, c'est vrai que je me souviens que du coup, la première fois que nous l'avons fait, c'était quand même un peu stressant pour moi. En fait, je me suis retrouvée dans une position où, je ne sais plus quel âge j'avais, j'ai dit tout à l'heure 27 ans, je crois, alors que j'avais déjà eu pas mal de relations avant. Donc j'étais à l'aise avec le sexe de manière générale. Et là, d'un coup, je me retrouvais dans une position où en fait, j'avais l'impression de savoir pas faire. Alors qu'on avait le même corps, mais en fait, j'avais plus les mêmes repères. Et donc du coup, ça a été un peu délicat, mais comme elle m'a mise en confiance assez rapidement, j'ai rapidement aussi trouvé mes marques et toute la satisfaction qui va avec, bien sûr. Après, l'étape aussi de vivre ensemble, et c'est vrai qu'avec Charlotte, ça a matché tout de suite en fait. C'est vrai que j'avais jamais ressenti ce truc-là, de cette façon-là, autant de connivence en fait. Et c'était hyper agréable, ça l'est toujours d'ailleurs. Donc voilà, les premières années, on a vivoté, vécu dans des petits apparts de merde, enfin tous les trucs comme un peu si on était des étudiantes, des petites jeunes étudiantes à faire des jobs de merde et des machins comme ça. Le chemin avançant, on avait quand même toutes les deux envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants. C'était un truc qu'on avait en commun et dont on avait parlé dès le départ, sur lequel on était raccord. Donc du coup, on a un peu lancé la machine. Je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais ça a été difficile, parce que ça a mis longtemps à fonctionner. On est allé en Espagne faire une PMA, enfin de nombreuses PMA. Avant que ça fonctionne, voilà, parcours difficile et un peu injuste. C'est vrai que voilà, j'ai ressenti ça un petit peu comme une injustice, mais bon, c'est la vie. Et puis, on a fini par avoir du coup notre petit Louis, donc ça a été trop cool. Éreintant, mais trop cool. Une chose qu'on a eu rapidement en commun aussi, c'est d'avoir envie de travailler ensemble, en fait, de plus être dans des vies où on fait des trucs séparés, on rentre le soir. Voilà, d'avoir vraiment un système de vie un peu plus autonome. Et donc on a réfléchi à 1000 idées de projets pour travailler ensemble et pour acheter une affaire ou peu importe. Et du coup, là, on s'est fixé sur ce bureau de tabac en Isère et là, on s'est lancé et voilà. Et vive la vie, mais c'est dur, mais on s'accroche et voilà. Et là, on en est là, donc on a construit quand même plein de choses. Voilà, acheter une maison, faire un enfant, démarrer une nouvelle vie dans un nouvel environnement qu'on ne connaît pas. C'est quand même énorme. Beaucoup, ça représente des sacrifices et ça demande de la détermination, mais voilà, ça se fait. Tu vas parler de votre rencontre, de là où vous en êtes aujourd'hui. Tu n'as pas parlé du mariage et du coup je vais avoir deux petites questions là-dessus. C'est vrai. La première, c'est est-ce que tu te rappelles de la période du mariage pour tous en France et comment tu l'as vécu? Et la deuxième question, c'est voilà, est-ce que tu veux parler du mariage en tout cas? C'est vrai, j'ai un petit peu omis ce passage-là. C'est vrai que le mariage, de manière générale, c'est une institution qui me fait. C'est pas forcément un passage qui était pour moi obligé. Le fait est que dans une vie d'homo, en fait, c'est le passage obligé, parce qu'en fait, sans ça, pas d'enfant. Donc c'est vrai que du coup, ouais, on s'est mariés. C'est vrai que, alors là-dessus, on n'était pas vraiment en raccord avec Charlotte, dans le sens où c'est vrai qu'elle avait plus l'envie d'un mariage pour toute la symbolique qu'il y a derrière. Moi, j'étais moins là-dessus, j'étais plus sur le côté pratique, parce que dans ma vie, en général, je suis quelqu'un avec un esprit pratique. Et du coup, ouais, mariage en petit comité, donc ouais, ça a été cool, tranquille, pépère. Voilà, rien à déclarer de spécial. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout ce qui se passait après, c'est-à-dire
C'est-à-dire prendre du temps que pour nous et profiter voilà, d'être toutes les deux, et ça c'était cool. Qui vous a mariés ? Qui nous a mariés ? À qui nous a mariés ? C'était une adjointe à la mairie de Carpentras, qui est Gwyn, enfin en tout cas, déjà toi tu me l'avais dit, et puis c'était plus ou moins évident quoi. C'est anecdotique, mais je trouvais ça cool de le préciser parce qu'effectivement c'est une élue, c'est une ancienne élue, du coup à l'époque elle était élue. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si à Carpentras il y avait eu beaucoup de mariages homo avant nous. Honnêtement, j'en sais rien. En tout cas, le fait est que voilà, c'était elle ce jour-là. Alors, je me souviens très bien de la période du mariage pour tous. Du coup, comme c'était en 2013, et en fait, c'est en 2013 que j'ai rencontré Charlotte. Et en fait, du coup, vraiment, toute l'effervescence qui s'est passée, c'était avant que je rencontre Charlotte, un peu avant. Je l'ai vécu en tant qu'hétéro, quoi. C'est-à-dire, en fait, quelque part, ça me révoltait, parce que pour moi, il n'y avait pas de débat. Mais ça ne me concernait pas. Donc c'est pas pareil. Voilà. Est-ce que tu veux préciser tout votre parcours en fait par rapport à la PMA et voilà, comment vous avez organisé ça ? Est-ce que ça représente par exemple pour les personnes qui connaissent pas trop ce parcours-là, parce qu'effectivement en France on n'y a pas encore accès, est-ce que tu peux préciser un petit peu tout ce que ça inclut ? Ouais. Ou ce que ça inclut pour vous ? Ouais. Du coup on a décidé, je crois que c'était en 2016, si mes souvenirs sont exacts, qu'on a commencé à entamer un petit peu les procédures. Alors en fait, c'est vrai que quand on se lance dans ce truc-là, en fait, on ne sait pas trop où on met les pieds. Parce que déjà, nous, autour de nous, on connaissait personne qui l'avait fait. Donc bon, j'imagine que quand on a des ressources autour de nous, c'est différent. Mais nous, on était vraiment... personne ne pouvait nous dire c'est ça qu'il faut faire, telle démarche, etc. Donc du coup, renseignements sur Internet, savoir comment ça se fait, comment les gens font, dans quelle clinique ils vont, etc. Très rapidement, on s'est dirigé vers l'Espagne parce que comme on habitait dans le sud, à cette époque-là, c'était le plus pratique, tout simplement. Du coup, en gros, c'est vrai que dans les autres pays, et notamment en Espagne, on voit qu'ils sont très organisés depuis de nombreuses années et que c'est... Voilà, ils savent faire, quoi, ils ont l'habitude. Donc en gros, on contacte une clinique qui nous explique un petit peu ce qui va se passer et voilà, très rapidement, ils nous prennent en charge et on est un peu porté par ce truc-là. Après, d'un point de vue plus personnel, du coup, c'est vrai que pour nous, ça a été très long parce que en tout et pour tout, ça nous a pris 2 ans avant que ça fonctionne. Et 2 ans, c'est long quand même quand on a envie d'un enfant et quand on est complètement concentré que sur cet aspect-là de notre vie, parce qu'en fait c'est vrai que ça bouffe le cerveau, parce qu'on pense qu'à ça. On a beau essayer, tout l'entourage a beau essayer de nous dire non mais il faut essayer de focus sur autre chose, ouais mais c'est pas possible. Du coup un peu dur parce que ça a mis longtemps avant de fonctionner, il y a eu quand même de nombreuses tentatives, au moins 5 si mes souvenirs sont bons. Dont au milieu une tentative qui a fonctionné et qui a fini par échouer. Donc j'ai fait une fausse couche qui est une expérience de femme qui est franchement très éprouvante, autant physiquement qu'émotionnellement. Un sujet aussi dont on ne parle pas beaucoup. Donc je dirais que ce parcours très épuisant. Et puis il y a l'aspect aussi financier dont on ne parle pas beaucoup, mais clairement... je dirais qu'en totalité, on a dû débourser peut-être pas 10 000 €, mais pas loin quand même. Donc, en fait, clairement, les personnes qui ont accès, c'est les personnes qui ont un peu des ronds quand même d'avance. Sinon, je vois pas comment faire, à part le faire en mode artisanal. Donc, tout ça fait que, c'est dur. C'est dur, c'est éprouvant pour le couple aussi. Voilà. Pardon, je voulais te demander, est-ce que tu peux... sans rentrer dans les détails, mais juste dans la somme que tu donnes, en fait, les principales dépenses sont liées à quoi ? Alors, la principale dépense, c'est le fait de payer les inséminations, parce qu'il n'y a pas de système de sécu comme en France, et puis dans tous les cas, même si en France c'était acté, je ne suis pas certaine que ce serait gratuit. On est bien d'accord. Donc, une insémination, je dirais qu'en moyenne, ça nous coûtait
environ, je me souviens plus exactement, mais dans les 1300-1500 € par tentative, y compris quand ça marche pas, on est bien d'accord. Juste pour le fait de faire une tentative. Donc la principale dépense, c'est ça. À ça, si on n'a pas de médecin français qui veuille bien nous prescrire les injections et tout le système médicamenteux qui va avec, du coup, il faut payer aussi les médicaments. Ça peut coûter très cher, je crois, dans les quelques 800 €. Enfin, il me semble qu'on m'avait dit ça, quand c'est pas remboursé par la Sécu. Alors moi, j'ai pas eu ce problème-là, puisque du coup, mon père était médecin, donc il m'a refait les prescriptions médicales à chaque fois, donc on n'a pas eu ce souci. Et puis après, les nombreuses fois, on a dû se rendre en Espagne, tous les frais d'essence, d'autoroute, quand on a dormi sur place, etc., etc. Voilà, donc tout ça accumulé fait que... Ouais, c'est mieux si ça marche du premier coup quand même. C'est moins violent, quoi, à tous les niveaux. Tu as évoqué le fait que certains médecins pourraient refuser en fait, de prescrire des médicaments, ou en tout cas que c'est compliqué. Est-ce que, à partir du moment où tu as été enceinte, est-ce que tu as trouvé tout de suite un accompagnement et des personnes par exemple non jugeantes, notamment sur le fait que vous étiez un couple de femmes, que vous ayez fait une PMA en Espagne, voilà, est-ce que tu peux un peu dresser un portrait de ta grossesse, notamment par l'aspect médical, quoi. C'est vrai qu'à partir du moment où je suis tombée enceinte, là on tombe carrément dans un autre domaine. On se confronte vraiment à un monde plus qu'hétéronormé. C'est carrément, tout est fait en fonction de ça. Donc, alors après, au niveau purement du corps médical, je dirais que c'est 50-50, c'est-à-dire autant de personnes qui paraissent jugeantes que de personnes bienveillantes. Voilà. On a rencontré tout type de soignants. C'est vrai que nous, je pense qu'on l'a fait aussi à une époque où ça avait commencé à bien se démocratiser, donc quelque part on a eu de la chance. Après, malgré tout, quand on se retrouve dans les salles de consultation, on est entouré que de couples hétéros, avec des gens qui nous regardent. C'est désagréable, c'est sûr. C'est vrai que ça va que moi, de manière générale, je suis quelqu'un qui en a rien à foutre du regard des autres. Ça m'aide beaucoup, je pense, dans la vie. Mais c'est quand même désagréable. Voilà. Donc, en demi-teinte, quoi, je dirais. Mais ouais, je te dis, je pense que c'est quand même pas mal lié. Enfin, moi, je l'ai pas trop mal vécu dans le sens où, comme j'ai une grosse tendance à m'extraire de ce truc-là et d'en avoir rien à foutre, en fait. Du coup, voilà, quoi. Ça va, je l'ai pas trop mal vécu. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai qu'on rentre dans un monde, c'est autre chose. Hein. Le papa, la maman, le machin, c'est des tartines, quoi. C'est des tartines en permanence, quoi. Voilà. Sans parler à la place de Charlotte, est-ce que tu saurais dire du coup, parce que moi je l'ai à peu près bien vécu parce que j'avais cette capacité à prendre du recul et à laisser passer autour de moi. Est-ce que Charlotte aussi l'a bien vécu ? Je vais pas parler en son nom, mais je pense que grosso modo, elle l'a quand même beaucoup plus mal vécu que moi. D'une part parce que c'est vrai que pour elle, c'est plus difficile de s'extraire du regard des gens. Mais aussi, clairement, c'était lié au fait que moi, je portais l'enfant, en fait. Et que du coup, il n'y avait pas de doute sur le lien avec l'enfant. Et elle, en fait, forcément, elle n'était pas dans la même situation. Donc je pense qu'elle se sentait dans une situation où elle devait prouver qu'en fait c'était bien elle aussi la mère de l'enfant à venir. Et ça, c'est franchement, à mon avis, franchement désagréable. Inconfortable. Plus qu'inconfortable, je pense que ça a été une souffrance pour elle, oui. Et ça l'est probablement encore aujourd'hui, parce que du coup, c'est une lutte en fait de devoir dire non mais moi aussi en fait je suis la mère de cet enfant, je suis pas juste la personne à côté, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu peux parler de la partie adoption du coup ? Ouais, je peux parler de la partie adoption. Je peux dire que c'était chiant, quoi. C'était long. Parce que en fait, du coup, le parcours pour avoir un enfant quand t'es Gwyn, c'est relou parce qu'en fait c'est une succession de trucs interminables où il faut tout le temps prouver, tout le temps en chier, quoi, pour arriver au
au truc où on arrête de te casser les pieds pour X raisons. Et encore, je pense que c'est pas fini. Ouais, du coup, c'est un peu pénible parce que si je me souviens bien, il faut attendre que l'enfant ait tel âge. Enfin, il faut attendre de pouvoir justifier de tant de mois de vie avec l'enfant pour pouvoir prétendre à l'adoption. Il faut aussi avoir un certain âge, je crois que c'est 28 ans révolus, bon, donc c'était le cas. Il faut aussi être marié, évidemment. Et une fois qu'on a toutes ces conditions réunies, du coup, on peut adopter. Donc, du coup, nous, on a fait le choix de prendre un avocat. Bon, l'administration française et toutes ces paperasses, c'est tellement relou que du coup, on a pris cette option. C'est possible de le faire sans, pour pas débourser plus. Nous, on n'était plus à ça près. Franchement, mais donc du coup on a fait comme ça pour que ce soit plus facile, mais malgré tout les recours sont longs parce que franchement les dossiers d'adoption je pense que c'est pas leur priorité et donc du coup c'est beaucoup des mois d'attente et on est entre deux eaux en fait, c'est pénible parce que en fait s'il se passe quelque chose ça voulait dire que Charlotte elle était pas la mère de l'enfant quoi tant qu'il n'était pas adopté. Donc, même si bon, tout s'est bien passé, n'empêche que voilà, toute cette période-là où on est entre deux eaux, c'est un peu. Puis même pour tout, en fait, nous, on n'a pas mis Louis en crèche, mais si on l'avait mis, il aurait fallu que moi je lui signe des décharges pour dire que j'accepte que telle personne aille le chercher à la crèche, etc. Enfin, c'est tellement pas honnête, quoi, que c'est voilà, c'est relou, quoi. Donc voilà, non, l'adoption, puis après ça s'est passé, on est passé au tribunal, c'est passé comme une lettre à la poste, les juges qui étaient là étaient extrêmement bienveillants, il y avait d'autres queens qui étaient là, je me souviens, ce jour-là qui passaient. C'est une formalité en fait, on s'est demandé pourquoi on se faisait chier à faire un truc pareil. Bon. L'intérêt de la chose, de rajouter des paperasses, parce que alors qu'ils n'ont déjà pas le temps de gérer des paperasses, j'avoue, je patauge un peu, je comprends pas l'intérêt. Mais bon, en tout cas, voilà, on s'est plié à toutes les exigences de l'État pour en arriver là. Et c'était chiant. Et du coup, combien de temps ça a pris entre le début où vous avez enclenché la démarche et le moment où Charlotte est officiellement, en tout cas d'un point de vue légal, devenue la mère de Louis? Elle était déjà, mais... Je dirais un peu plus d'1 an, je crois. Et pourtant, on a enclenché les démarches en amont, en fait, de ce délai, je disais, où elle devait avoir justifié de temps de mois de vie commune avec l'enfant. On l'avait anticipé, et malgré tout, en fait, ça a été très long. Ça a été très long, parce que alors d'abord, il faut faire un papier chez le notaire, machin, il faut attendre un délai de prescription, et puis ensuite, il faut contacter l'avocat, mais il n'est pas dispo, et gna gna gna. Et en fait, tous ces trucs-là, et puis les jugements, ça met 100 ans. Et puis après, ah oui, il y avait eu le problème aussi, je me souviens plus, merde. C'était quoi cette histoire Il y avait un problème. Ah, il y avait un problème sur le nom, voilà. Alors il y avait un tiré, pas un tiré, c'était quoi le nom d'avant, c'était quoi le nom d'après, enfin bref. Et il y avait tout le temps un problème en fait, et du coup ça repousse et ça repousse et ça repousse, et en fait ça, c'est fatigant. Mais d'ailleurs, pardon, il n'y a pas eu un moment où vous pensiez que ça avait été acté? Oui, on pensait que c'était... Vous avez reçu un truc genre... Ouais, on pensait que c'était fait, et puis d'un coup on reçoit un courrier en disant il faut que ça repasse en jugement, parce qu'en fait c'était pas le bon nom, parce que l'orthographe, il faut pas qu'il y ait de tiret entre les deux noms, il faut que les deux noms soient accolés, mais que ce soit juste séparé d'un espace, et donc du coup il faut tout refaire. Voilà, non mais enfin, la connerie d'administration, quoi. Voilà. Bon. Et puis finalement, alors du coup, on s'est rendu au tribunal à maintes reprises, on a gueulé, nanana, machin truc, et puis au bout d'un moment, je sais plus de quelle façon d'ailleurs. Comme quoi, j'arrive vraiment à sortir de mon cerveau les trucs chiants, quoi. Au bout d'un moment, on a reçu un courrier, c'était bon. Et enfin, on a pu boire un petit verre de champagne à cette occasion. Voilà. Est-ce que tu peux préciser par exemple, ne serait-ce que pendant cette année de démarche-là, si toi il t'arrive quelque chose par exemple, qu'est-ce qui se passe par rapport à Louis et par rapport à Charlotte? Alors donc en théorie, c'est le juge des familles qui décide quel est l'intérêt majeur de l'enfant, parce qu'en fait, en théorie, c'est toujours ça qui prime par rapport à tout le reste. Comme on avait entamé des procédures d'adoption,
qu'il y avait une trace, du coup, a priori, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais ne sait-on jamais. Nous, en fait, on était dans des familles où tout le monde avait bien accepté le truc et c'était clair pour tout le monde. Mais admettons, si moi, j'étais dans une famille où ils n'acceptaient pas du tout la chose et que, du coup, je vienne à décéder à ce moment-là, bah, en fait, la famille s'oppose et concrètement, en fait, c'est eux qui obtiennent la garde. Assez rapidement, je pense. Enfin, je crois pas dire de conneries en disant ça, c'est... Voilà. Charlotte, tant qu'elle n'avait pas adopté, il n'y avait pas de filiation avec elle. Elle n'est pas la mère de cet enfant. Enfin, au vu de la loi, quoi. Donc du coup, c'est ultra problématique, en fait, de vivre dans cet état-là, en fait, où tu sais pas et où tu te dis, pourvu qu'il se passe rien, quand même, parce que, voilà, a priori, t'es confiante dans la vie, etc., mais tu sais pas, quoi, ce qui peut se passer. Et puis même, c'est, tu vois, psychologiquement, le fait d'avoir ce truc au-dessus de la tête et de se dire, voilà, il peut se passer quelque chose et tout, c'est pas confortable, quoi. Voilà. Tu as eu une longue expérience hétéro en relation avec des hommes et du coup maintenant aussi une longue expérience avec une femme. Est-ce que tu peux essayer de pointer, je sais pas, des endroits où c'est plus facile d'être d'un côté ou de l'autre, ou des choses que toi tu as dû apprendre et modifier ou déconstruire en étant en relation avec une femme, en étant lesbienne? Ouais, je dirais que d'un côté ou de l'autre, en fait, il y a des choses plus faciles et des choses plus difficiles. Je dirais que de manière générale, c'est plus facile avec une femme parce que plus de points communs, en fait. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Après, c'est vrai que, alors je sais pas pour les femmes en général, mais en tout cas, avec Charlotte, du coup, je me suis rendu compte aussi que, avec une nana, c'était un peu différent. Il y avait beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus que ce que moi j'avais l'habitude. Et c'est vrai que moi, comme je suis pas quelqu'un qui parle facilement, du coup, pour moi, c'était cet aspect-là. Il a fallu l'apprivoiser, d'être beaucoup dans la discussion, etc. C'est quelque chose dont j'avais pas l'habitude jusqu'à présent. Après, ouais, la nouveauté quand même, quand j'ai été du coup avec Charlotte, ça a été le regard des autres. Ça, c'est un truc qu'il a fallu appréhender quand même assez rapidement. On a eu des phases, effectivement, je pense que tout le monde se reconnaîtra, des trucs avec des salgouines et des je te crache à la gueule et des trucs de genre là, pas très globe, quoi. Mais ouais, de manière générale, en fait, de vivre tous les jours en tant que personne un petit peu en marge de la société et donc être regardée. Et en plus, comme j'aime pas être regardée, du coup, c'est vrai que c'est pas très cool. Et en même temps, bon... En même temps, ça n'a pas été hyper difficile non plus parce que je m'en balèque, quoi. Mais voilà, c'était particulier quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je ressens beaucoup moins. En tout cas, je m'en détache beaucoup plus. Au tout début, c'était pas si évident que ça. Parce que tout nouveau, et c'est vrai que passer d'une vie hétérosexuelle extrêmement confortable, c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était confortable par rapport à quand on est du coup de l'autre côté. Après, puis c'est vrai que le regard des gens est particulièrement insistant aussi du fait que Charlotte est une femme avec un look très androgyne et que les gens ont beaucoup de mal à tolérer ce genre d'ambivalence chez quelqu'un. Et donc ça, c'est... Alors du coup, c'est pas... c'est plus pour elle que c'est difficile d'encaisser. Mais même pour moi, des fois, c'est vrai que c'est pénible. C'est pénible de vivre ce truc au quotidien. Le regard des gens qui te font comprendre que t'es pas normal, c'est pas super agréable. Voilà. Enfin, on va raccourcir un petit peu l'interview parce que ton fils s'est réveillé et qu'il va falloir daronner. C'est ça. Et du coup, en fait, je voulais revenir sur le fait qu'à plusieurs reprises, tu as précisé que tu n'étais pas forcément quelqu'un qui se livrait volontiers, ou en tout cas que ça te coûtait. Et du coup, j'aurais aimé savoir
Enfin voilà, est-ce que tu peux préciser du coup pourquoi tu témoignes dans The Road alors que justement t'as ce truc de pour toi c'est chaud quand même. Tu veux vraiment que je te dise? Franchement, principalement, je le fais pour toi, parce que je sais que c'est important pour toi, que j'ai envie de soutenir ton projet. Après, à titre personnel, je me dis que tout témoignage est intéressant à entendre aussi, donc du coup, je me dis si ça peut, je sais pas, faire tilt dans la tête de quelqu'un, tant mieux. Mais c'est clair que là, tu m'as demandé un truc pas facile pour moi. Mais je le fais. Et j'adore, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je précise aussi que tu le fais alors que tu travailles des fois très tôt le matin, on se couche quand même pas mal tard en ce moment. Donc du coup, ouais, merci déjà pour ça. Ouais. C'est pas toujours ta gueule, non. Non, en vrai, je suis moins dégueulasse, quoi. Est-ce que tu aurais un petit conseil éventuellement pour des personnes lesbiennes ou qui commencent à se questionner là-dessus? Voilà, est-ce que tu as envie un message à passer, un conseil, une astuce? Alors, une astuce, j'en ai pas. Mais je dirais que de manière générale, il faut s'en battre la race des autres, quoi. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Après, c'est mon caractère. Mais je dirais que, voilà, il faut pas trop écouter, faut regarder ce que soi on a envie de faire. Et être OK avec soi. Et les à côté, on s'en fout, quoi. Voilà, c'est un peu bateau, mais en même temps, c'est ça qui marche, je pense. Trop cool. Est-ce que c'est le mot de la fin? Ouais. Yes, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire le nom du projet juste pour qu'on rigole une fois? Attends. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non. The L Road. Yeah. La majeure partie... Pardon. La mouche fait vraiment chier quand même. Vraiment chier quand même. Tu veux que je la claque?